j'ai deux manières de voir la peur, deux états d'esprit. C'est soit la peur, elle va me paralyser, mais dans ce cas-là, j'ai rien à faire ici et puis je peux changer de carrière, changer de passion. Ou bien j'essaie d'utiliser la peur correctement, j'essaie de la comprendre et l'utiliser pour prendre les bonnes décisions. Et puis au fur et à mesure des années, l'avantage de la peur, en fait, ouais, c'est de pouvoir arriver à jauger correctement pour pas finir sous la neige dans une grosse avalanche. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Aventure épique. Aventure épique, c'est le podcast qui vous fait vivre dans chaque épisode une aventure en nature hors du commun. Explorateurs illustres, sportifs renommés ou encore simples amateurs, aventuriers du quotidien, Aventure épique est une plongée en apnée, le temps d'une aventure qui va vous tenir en haleine, vous émouvoir et vous inspirer. Les disciplines que vous pourrez retrouver dans Aventure épique: l'alpinisme, l'exploration, l'escalade, le parapente, le vélo, la natation, la voile, le ski et bien d'autres encore. Aventure épique, c'est un nouvel épisode, un mardi sur deux, et le lundi qui précède, un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram aventureepique.podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aventure épique. Des aventures en plein air, à couper le souffle. Salut Vincent. Salut Guillaume. Bienvenue dans ce 11e épisode d'Aventure épique, le podcast qui a pour ambition de partager des aventures en plein air, à couper le souffle. Vincent, tu vas partager avec nous plus particulièrement aujourd'hui l'une de tes aventures épiques parce qu'il y en a eu un certain nombre. Cette aventure, c'est la traversée de 22 jours à ski de l'Antarctique, soit 1130 km jusqu'au pôle sud, un incroyable défi que tu as réalisé avec 2 jours d'avance sur le précédent record qui datait de 2011, et tout cela en totale autonomie. Petite question d'ouverture, Vincent, est-ce que tu repenses souvent à cette expérience, cette expédition qu'on va appeler par abus de langage aventure aujourd'hui? Est-ce qu'elle t'habite encore au quotidien? Elle a laissé des petites traces ancrées en toi? Ouais, l'expédition, elle a laissé pas mal de traces ancrées en moi. J'y pense à chaque jour. Puis depuis que je suis rentré, je me suis pas mal posé. J'ai essayé de me relaxer le plus possible. La seule fois où je suis ressorti faire du ski de fond, j'ai bien compris que mes coudes, mes genoux, mes hanches, mes pieds avaient besoin d'un peu plus de repos. Donc voilà quoi. Ouais. Pas prêt. Mais sinon, j'essaie de me projeter quand même sur demain, ouais. Vincent, on enregistre aujourd'hui, moi depuis Paris, et toi tu es en Norvège, c'est ça? Tu résides en Norvège? Je réside avec Caroline, ma femme, dans le nord de la Norvège, dans un fjord qui s'appelle Norskott, situé au-dessus du cercle arctique. Ouais, un bon endroit pour pratiquer les activités outdoor mer-montagne. Tu m'as fait faire un petit tour du propriétaire en visio, là ça a l'air assez joli et apaisant comme cadre de vie. Ouais, c'est vrai que quand on est passionné par les expéditions polaires, pour moi c'était vraiment important d'avoir un endroit là, qui nous corresponde pas mal. Et j'ai toujours eu besoin de l'océan et puis des montagnes. Donc la Norvège est quand même bien pour ça. Ça a été les glaciers, on va dire, il y a des milliers d'années, ils ont quand même fait un très très beau travail de pouvoir façonner des fjords. Et donc la combinaison mer-montagne est excellente. Ouais. Vincent, en guise d'amorce d'épisode, j'ai pour habitude de me plonger dans l'actualité du lieu de l'aventure traité dans l'épisode. Pour ça, je piochais dans les premières pages de résultats de Google Actualité. Je choisis une actualité et puis je fais réagir mon invité à celle-ci. Petite question d'amorce pour toi. Visée 2 fois, atteinte 1, le pôle sud de la Lune était l'objectif de la mission russe Luna 25 qui s'est écrasée sur le sol Sélène. Le 23 août 2023, en revanche, la mission indienne Chandrayaan-3 s'est-elle posée avec succès dans la région du pôle sud. Est-ce que tu saurais me dire pourquoi le pôle sud de la Lune intéresse particulièrement la conquête spatiale? Le pôle, donc l'équivalent de l'Antarctique, mais sur la Lune. C'est ça? Ouais, exactement. Pourquoi le pôle sud est particulièrement étudié? Je Tu as un réfléchis. indice? Quelque chose qui permettrait à l'homme de survivre plus facilement s'il était sur place là-bas? L'eau? Exactement. L'idée, c'est que les Américains et les Chinois veulent y construire une base habitée. Et donc voilà, pour pouvoir y vivre pendant plusieurs mois et pendant davantage, il faut exploiter les ressources sur place nécessairement, et particulièrement l'eau. Or, les Hmm. scientifiques savent qu'il existe au pôle sud sous forme de glace. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils s'y intéressent tout Ah, particulièrement. génial. Je l'ai découvert, tu vois, je ne le savais pas non plus, hein, j'avais pas la moindre idée. Hmm. Hmm. Mais j'aurais pas soupçonné en tout cas, ça m'a surpris, j'avoue. Ouais, moi, c'est fou, mais je suis pas mal partagé parce que je trouve que petit, quel gamin n'a pas voulu être Jedi et puis se balancer dans l'atmosphère et aller explorer au-delà de la gravité et d'être astronaute. Et puis en même temps, j'ai toutes ces missions d'exploration spatiale que je trouve fascinantes et géniales. Et puis il y a aussi une partie de moi qui me dit, mais c'est quand même fou qu'on aille tenter de trouver des solutions dans l'espace pour que l'homme puisse y vivre, alors qu'on est nous incapables de trouver des solutions sur place
pour vivre en cohésion sur la Terre? Assez partagé. Vraie question. Interpellante, je suis d'accord. Fascination, incompréhension, un peu des deux. Mhm. Vincent, je te propose de te présenter en quelques mots pour nos auditeurs. Alors, je vais juste apporter une petite variante parce qu'on va développer de toute façon, on va prendre ce temps-là. Autour de 3 dates, est-ce que tu pourrais me parler de toi, par l'entremise de 3 dates qui ont été marquantes, donc libre à toi, des événements personnels, des événements plus en lien avec ta vie d'explorateur, voilà. Est-ce qu'il y aurait 3 dates qui pourraient un peu synthétiser ton parcours de vie, sachant qu'on va étayer tout ça ensuite? La première date, je dirais, c'est quand j'avais 9 ou 10 ans et qu'on habitait en région parisienne et que mon père a accepté un emploi sur la côte basque. Et donc là, le contraste entre la région parisienne et du jour au lendemain, les montagnes des Pyrénées et l'océan Atlantique, je pense que c'est le meilleur move que mes parents aient fait. Et puis moi, ça a été du coup un petit peu le reste de mon enfance et de l'adolescence, la chance de pouvoir grandir là-bas. Endroit que j'aime toujours beaucoup. Deuxième date, je dirais que c'est le 23 février 2010, le jour où je rencontre mon héros d'adolescence, Borge Ousland, qui m'a tout appris et Mhm. puis voilà, que j'ai pas mal remercié quand j'ai réussi l'expédition à battre le record là, de vitesse au pôle Sud. Et troisième date, je dirais que c'est 2019 quand je rencontre Caroline, qui est devenue ma femme. Et Tu dis ça puis, parce qu'elle est à côté de toi, non, j'imagine. non, non, je dis pas ça parce qu'elle est à côté de moi, je dis pas ça parce que c'est la Saint-Valentin. Pour moi, là, c'est plus battre le record de vitesse au pôle Sud, ça a été génial, mais je pense pas que ça rentre dans les grands moments de ma vie. Et puis là, de voir Caroline partir en expédition là dans le nord de la Norvège, en portant notre enfant, c'est dur de trouver mieux, pour moi en tout cas. Voilà les 3 dates. Je comprends. Très belle entrée en matière. Ton goût pour l'aventure, est-ce qu'il était déjà présent dès ton enfance? Tu m'as parlé donc de ton expérience dans la région basque. J'ai lu que tu avais, dès 17 ans, un peu des récits d'aventure qui ont commencé à t'emporter vers des rêveries un peu de voyage et de dépassement dans des contrées un peu lointaines. Quel souvenir tu as en tout cas de ton goût et de ton appétence pour l'aventure et toi, de l'état d'esprit que tu avais enfant dès qu'il s'agissait d'aller dehors et découvrir ton nouveau monde? Ben moi, j'ai eu l'impression d'avoir une flamme naturelle, un peu incontrôlable, depuis que je suis petit, et j'ai l'impression que c'est comme un chien de traîneau avant que, tu sais, il est harnaché à son traîneau, et puis il a qu'une seule envie, c'est d'aller courir. Et il lui aurait peut-être du mal à expliquer pourquoi il a envie d'aller courir. Même si en prenant le temps, ben, on trouverait toutes les bonnes raisons pourquoi courir, c'est génial. Mais moi, j'ai toujours eu ça en moi et le fait de grandir sur la côte basque, j'ai toujours regardé l'horizon de l'océan. J'ai toujours eu une attraction, que ça soit vers l'océan ou vers les montagnes. Regarder un sommet, pour moi, je me suis toujours dit, ah, mais qu'est-ce qu'il y a là-haut? Je me le dis toujours aujourd'hui et pareil quand je vois l'océan, je vois l'horizon et je me dis, ah, j'ai envie d'aller plus loin que l'horizon. Donc c'est la curiosité finalement qui t'anime, c'est un peu ça l'expression de ton goût de l'aventure? Ouais, clairement. Mais depuis un jeune âge, et c'est resté, je l'ai toujours en moi aujourd'hui. Pourtant, je sais pas exactement, mais j'ai dû faire, je crois que c'est 27 ou 28 expéditions maintenant. Et c'est vrai que j'ai toujours ouais, la flamme de prendre mes skis, ma tente, mon réchaud. Et ouais. Et puis c'est aussi peut-être en opposition au développement des sociétés. On a mis du béton sur l'ensemble de la croûte terrestre. Il reste de moins en moins d'espace sauvage. Et pour moi, en toute simplicité, de me mettre sur les skis et de partir en expédition, c'est comme un peu l'exploration spatiale, mais à mon niveau. C'est quoi les premières images d'aventure qui t'ont bercé? Ton imaginaire, il était nourri par quoi quand tu étais plus jeune? Mon imaginaire, il a été pas mal nourri par les Vikings. Ouais, et puis tous ces explorateurs historiques qui sont partis et puis que ces gars-là ne savaient pas quand est-ce qu'ils allaient rentrer à la maison. Et s'ils allaient rentrer un jour à la maison. Et ça, je trouvais ça vraiment fascinant parce que moi, quand je faisais un tout petit peu d'alpinisme dans les Pyrénées ou que j'allais passer du temps dans l'océan, je sais à chaque fin de journée, je revenais à la maison, puis je passais le pas de la porte, je touchais l'interrupteur et puis il y avait de la lumière immédiatement, j'allais dans la douche et puis j'avais de l'eau chaude et je me disais mais qu'est-ce que ça doit être? Mais comment ils ont fait ces Vikings pour traverser l'océan dans le froid, sans instrument de navigation, vraiment le minimum, sur des bateaux qui étaient complètement ouverts. Donc ouais, j'ai gardé en moi cette fascination, ce grand respect. Puis surtout qu'en plus aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression moi de faire des choses qui sont vraiment assez plates par rapport à ce que ces gars-là ont fait. J'ai vraiment l'impression que ces gars ont mis la barre tellement haut dans l'exploration que voilà, ça m'a toujours fasciné. Comment t'imaginais plus tard l'avenir quand tu te révèles à l'adolescence? C'était quoi le Vincent que tu voyais adulte? Est-ce que tu imaginais que ça puisse être vraiment ton mode de vie?
Quand j'ai eu 17-18 ans, j'ai voyagé solo là au mois de janvier au Svalbard parce que c'était l'endroit le plus accessible là pour aller dans les hautes latitudes. Et puis je m'étais dit, je vais y aller en janvier, comme ça j'aurai tout le package. Il y aura le froid, la nuit. J'avais besoin d'apprendre un maximum de choses, donc je m'étais dit, il faut que j'aille dans un endroit bien en dehors de ma zone de confort, bien dur où je ne connais rien. Comme ça, je suis comme une éponge, je vais essayer d'absorber le maximum. De là, je me suis dit, après avoir lu aussi également des livres d'explorateurs polaires comme Nansen ou Amundsen, je me suis dit, bah, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Les régions polaires, j'ai comme une attirance désordonnée pour les régions polaires. Alors, ouais, j'y retourne, donc je me suis dit, bah, il faut que je trouve un moyen d'en vivre. Donc, par tous les moyens, bah, ça a été travailler sur des bateaux de pêche, travailler sur des chantiers, ne pas accepter les opportunités de 9 à 5. Le plus important pour moi, c'était avoir du temps. L'argent n'était pas vraiment ouais, c'était pas vraiment une motivation. C'était surtout être sûr que je puisse avoir du temps pour acquérir des connaissances et puis être capable de survivre dans des conditions extrêmes. Est-ce qu'il y a eu des moments de découragement là, dans ce parcours-là et dans ce que tu as essayé de construire pour t'approcher de ce rêve, ou est-ce que malgré des difficultés que tu as potentiellement rencontrées, tu as toujours cru en toi et en ta capacité à finalement vivre la vie dont tu rêvais? Je crois que j'ai jamais eu vraiment de moment où je me suis dit ok, ça va pas marcher. J'avais cette flamme là, comme on disait tout à l'heure là, comme un chien de traîneau. Ouais, j'ai toujours voulu y croire. Donc j'ai eu des moments difficiles, mais je me suis rarement retrouvé dans des moments où je me suis dit non là vraiment je prends vraiment la mauvaise voie. Ouais, je voyais mes camarades là d'école de commerce, je voyais le chemin qu'eux prenaient et puis moi ça m'encourageait à voilà. Et puis j'ai eu pas mal de gens autour de moi qui m'ont dit non non mais prendre une année sabbatique ça marchera pas, explorateur c'est pas un métier, etc., etc. J'ai eu pas mal de sons de cloche comme ça de gens qui se mettent debout sur les freins. Et en fait, je réalise au fur et à mesure des années que moi, ça a été mon carburant. Et puis c'est ça qui m'a donné envie d'y aller encore plus. Donc, dans les moments difficiles où j'ai eu l'impression entre guillemets, de risquer ma vie pendant quelques expéditions, et là, je me suis fait un petit peu peur. En dehors de ça, non, j'ai toujours gardé pas mal la motivation de faire mon propre chemin. Vincent, peut-être pour étayer là sur ton parcours, est-ce que tu voudrais bien partager peut-être avec nous, tu l'as cité là, tu as une trentaine d'expéditions à ton actif, mais est-ce qu'il y en a peut-être une ou deux qui ont été des passages et des marqueurs assez forts, je sais pas, peut-être la Patagonie ou peut-être le pôle Nord avec Borgé là, dont tu as parlé tout à l'heure, est-ce qu'il y en a peut-être une ou deux que tu pourrais raconter à nos auditeurs et qui ont été très structurantes peut-être pour toi dans ton approche? Ah, il y en a quelques-unes. Bah, une autre expédition, moi, qui m'a pas mal marqué, c'est quand, avec Caroline, on a fait la première traversée du Svalbard en hiver, en autonomie complète. Moi, je réalisais que c'était bah, pas mal les 15 dernières années de ma vie à faire des expéditions, plusieurs expéditions chaque année, qui nous ont permis de réussir. Je pense cette expédition-là, on s'était rencontrés avec Caroline. Elle venait du monde des ultras, et puis moi, je venais du monde de l'explo polaire. Et on s'était dit, bah, pourquoi ne pas essayer de joindre nos forces? Caroline, elle a des grandes qualités. Et on s'est dit, on pourrait sûrement être complémentaires pour aller passer 63 jours, pas mal en hiver, avec des températures au thermomètre. On a eu jusqu'à -38 un matin dans le vestibule de notre tente. Et puis là, on avait un peu plus, on avait pareil 1100 kilomètres à faire. Ouais, donc ça a été une expérience incroyable. Une des plus belles choses dont je me souviens, c'est qu'au bout de 63 jours, on est rentré à ski dans le village de Longyearbyen et on terminait l'expédition. Et moi, ce que je garde en tête, c'est pas vraiment la première hivernale, c'est surtout qu'avec Caro, on s'est fait aucun reproche pendant 63 jours. C'est beau. Et hier, par exemple, on regardait un super documentaire, là, c'est 20 jours à Mariupol sur la guerre en Ukraine. Et le gars excellent, le journaliste disait, bah, souvent dans les situations très difficiles, les gens qui sont bons deviennent meilleurs, et puis les gens qui sont moins bons, ils deviennent pires. Et c'est Mm. vrai que dans les situations un peu extrêmes, on Ça dit souvent exacerbe le tempérament. Ouais. ouais, c'est dans la douleur qu'on connaît ses amis. Et là, le Svalbard, ouais, ça a été une grande surprise parce qu'on en a vraiment bouffé, là. Et il faut savoir un petit peu que quand on a l'idée de faire une expédition en hiver en Arctique, juste pour info, hein, mais il faut brosser ses chaussures, faut enlever la glace qui est à l'intérieur de ses chaussures et sur ses vêtements. C'est plus important d'avoir une brosse que d'avoir un fusil, hein, dans l'Arctique. Et donc, il faut se débarrasser de la glace qui s'accumule sur ses chaussures, sur ses fringues, entre 1 heure et 1 heure et demie chaque jour quand on a fini sa journée. Et Incroyable. également, il faut absolument dormir dans un grand sac poubelle pour que, en fait, toute la condensation du corps, toute l'humidité qui provient de notre corps soit bloquée, en fait, à l'intérieur du sac poubelle.
pour faire simple, pour que toute cette humidité n'aille pas contaminer le sac de couchage. Ok. Donc là, le matin, se réveiller avec la glace sur soi, là, c'est un gros challenge. Donc il faut être fort dans la tête pour pouvoir bouffer tout cet inconfort. Je rebondis là sur l'expédition dont tu viens de parler, que tu as vécue avec Caroline. Toi, tu as quand même une démarche où l'expérience en solitaire, c'est plutôt ça qui t'appelle finalement? Tu privilégies aujourd'hui ce type d'expérience? Ouais, alors je privilégie pas mal les expéditions solo parce qu'en fait, il y a moins de choses qui vont mal se passer. Finalement, tu peux aller à ton propre rythme, à ton propre tempo. T'es moins dépendant de. Enfin, moi, je trouve que d'aller solo là, c'est vraiment le plus attirant pour moi parce que déjà au niveau de challenge, tu sors vraiment de ta zone et puis ouais, t'es pas obligé de t'occuper de quelqu'un d'autre ou que quelqu'un d'autre s'occupe de toi. Et sur la dimension psychologique et l'introspection aussi, est-ce que tu as le sentiment que ça te permet d'aller aussi plus loin, d'être encore plus loin dans le recueillement, dans le questionnement, dans la connaissance de soi finalement? Oui, alors sauf que moi j'ai pas trop ce côté-là à penser à moi, à réfléchir à ma vie, à prendre le temps. Les gens me disent souvent ah, mais tu dois vraiment méditer quand tu es en expé et moi je leur dis non moi je médite pas vraiment, je regarde si mon cap il est parfait et puis si je peux faire vraiment une bonne ligne droite entre un point A et un point B. Donc ma tête s'évade pas vraiment parce que je suis en permanence en train d'essayer d'améliorer par exemple ma navigation ou de me dire comment est-ce que je peux améliorer soit mon traîneau, soit mes skis, où est-ce que je peux trouver les endroits où il y a de la meilleure glisse, comment est-ce que je peux skier 50 km par jour et puis pas avoir mal aux épaules le minimum possible, essayer de me relaxer le plus. Donc voilà, ouais, je suis pas mal dans le moment présent et Concentré sur ce qui se mhm, passe. ouais. L'engagement environnemental, il est au cœur de ta démarche, il est indissociable aujourd'hui là, de tout ce que tu peux entreprendre, peut-être à la fois dans ta vie personnelle et aussi dans les projets et les expéditions que tu mènes. Oui, à long terme, moi j'aimerais vraiment toutes ces expéditions, elles donnent vraiment un sens que si je pouvais essayer d'attirer l'attention sur la fragilité des régions polaires. Alors les gens vont me dire ouais, mais tu prends l'avion, Vince, pourquoi tu parles d'environnement et en même temps tu prends l'avion tous les 4 matins. Mais voilà, moi je me souviens surtout d'une expédition en 89, si je me trompe pas, l'expédition de Will Steiger, de Jean-Louis Etienne et de 4 ou 5 autres membres de différents pays. Eux sont allés traverser l'Antarctique en chien de traîneau. C'est une expédition qui fait plus de 200 jours. Et à la fin de cette expédition, l'Américain Will Steiger, il est allé parler aux plus hauts politiciens américains pour demander la protection de l'Antarctique et surtout pour qu'il n'y ait aucune exploitation minière en Antarctique. Et pour moi aujourd'hui, de faire des records, par exemple le record au pôle Sud ou bien le projet Ice Legacy de traverser les 20 plus grands glaciers avec Borgé, pour moi la finalité c'est que j'espère qu'un jour on sera capable de parler à des gens qui prennent des grandes décisions pour essayer de protéger ces régions-là en fait. Pas de pétrole, pas de plateforme, pas de gaz et qu'on laisse les ours tranquilles, on laisse les orques et puis les phoques léopards, on les laisse tranquilles. Ouais. Parce que Il qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? y a un gros sujet là d'ailleurs en Norvège sur l'exploitation des fonds marins qui est discuté en ce moment, débattu. Ouais, c'est toujours un petit peu ambigu. Je vois ici en Norvège, on a souvent l'impression, c'est vrai que la Norvège est très axée vers le développement durable et puis le vert. Et puis on a aussi la facette de la Norvège où il y a toujours une exploitation marine pour aller extraire des ressources. En quoi c'est important pour toi, Vincent, de réaliser des premières ou de tenter de battre des records? Est-ce que c'est un des gros drivers de ta motivation ou est-ce que tout ça est accessoire ou vraiment tu as besoin de ça pour aller chercher toi cette logique un peu de dépassement physique aussi? J'aime beaucoup ouais, le dépassement physique, c'est ça qui me rend heureux. Je me rends compte que avoir passé 22 jours à me battre pour arriver jusqu'au pôle Sud le plus rapidement possible, quand je rentre à la maison, pour moi l'aventure c'est un antidépresseur. T'as pas besoin de prendre des cachets. Je pense que juste de partir en expédition, pour moi c'est l'équilibre de la vie. Je le vois parce qu'à chaque fois que je rentre d'une expédition, de manière générale, j'apprécie des petites choses, j'apprécie les choses simples. Je me rends compte en fait que ouais, quand on appuie sur l'interrupteur et qu'on a de la lumière, bah ça on s'en rend plus compte parce que on a tellement de confort aujourd'hui dans notre vie que aller dans des situations inconfortables, ça fait vraiment du sens pour moi. Ça me permet vraiment ouais, d'apprécier les petites choses du quotidien. Et que si je passe trop de temps à la maison, bah, j'ai tendance à les oublier, puis je les prends pour acquises. Je commence à me plaindre, je commence à être mécontent. Ouais. Donc là, quand tu te lances par exemple sur le projet du pôle Sud, l'idée c'est d'arriver à rallier le pôle Sud, mais il y a quand même un objectif d'essayer de faire un petit peu mieux que les 24 heures idéalement. Enfin, 24 jours, pardon. Ouais, bon alors ça c'est vraiment l'objectif, juste au bout de mon nez, hein. Mais après la photo d'ensemble, c'est vraiment essayer d'attirer l'attention sur ouais, la fragilité des régions polaires. Il y a pas très longtemps là,
J'ai été invité à Paris au One Polar Planet Summit. Et puis, c'était une réunion entre des explorateurs, des scientifiques, des photographes. Macron est venu parler là le dernier jour du sommet, de la réunion. Et donc voilà, l'idée c'est d'attirer l'attention sur l'importance de protéger ces régions polaires. Ouais. Puis que tous les pays, on est tous dans le même bateau là. Il faut lâcher un peu nos intérêts économiques et nos intérêts de se défendre et puis de placer des têtes nucléaires sur l'ensemble de la planète. Puis qu'il faut protéger ces régions. Ouais. Un gros sujet étroitement lié à tout ce que tu accomplis, c'est le sujet de la peur. Est-ce que pour toi, c'est aujourd'hui une alliée, une ennemie? Puis est-ce que tu as le sentiment qu'elle a évolué avec le temps au regard de ton expérience et des expéditions qui sont enchaînées? Est-ce que tu en as pris la mesure aujourd'hui un peu plus? Ou est-ce qu'au contraire, tu prends plus conscience de choses et tu l'as subi de façon encore plus frontale? Alors jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est un peu là la question est délicate pour moi parce que je vais devenir papa dans 3 mois. Donc là, il faudra qu'on se reparle dans 6 mois, une fois qu'on aura un bébé de 3 mois dans les bras, et puis là je pourrais répondre différemment. Mais du moins aujourd'hui, la peur ou bien comme le stress, c'est un outil indispensable. Et donc moi, je me suis retrouvé dans des situations beaucoup de fois où j'ai eu peur. Mais je me suis dit, voilà, maintenant j'ai choisi d'être ici, j'ai choisi cette vie-là, incertaine. Une retraite, j'en ai aucune idée si j'aurai une retraite bien que je viens d'une famille où tout va très bien, mais j'ai deux manières de voir la peur, deux états d'esprit. C'est soit la peur, elle va me paralyser, mais dans ce cas-là, j'ai rien à faire ici et puis je peux changer de carrière, ou bien changer de passion, ou bien j'essaie d'utiliser la peur correctement, j'essaie de la comprendre et l'utiliser pour prendre les bonnes décisions. Et puis au fur et à mesure des années, l'avantage de la peur, en fait, ouais, c'est de pouvoir arriver à jauger correctement. Enfin, en gros, c'est arriver à jauger pour pas finir sous la neige dans une grosse avalanche. Donc le but, c'est de l'utiliser correctement. Merci beaucoup Vincent. Je te propose de passer à notre rubrique Uno. C'est 3 questions en rafale autour du chiffre 1 pour continuer à mieux te connaître. Et la première de ces 3 questions pour toi, si tu pouvais vivre dans un film pendant une semaine, lequel choisirais-tu? Gladiator. Ok. C'est risqué. Ouais, c'est très risqué, mais ouais, je sais pas. Je suis toujours un peu adolescent dans ma tête. C'est pas un film de viking? Ouais, pas loin. Ça aurait pu? Ouais, en Hmm. quelque sorte, ouais. Si tu pouvais être un costume à une soirée déguisée, lequel choisirais-tu? Ouh, une peau d'animal. D'accord. Des régions polaires. Ok. Pour engager la discussion avec les gens que on a pris aujourd'hui, on critique beaucoup la chasse et que je pense que la chasse, c'est bien de pas prendre des raccourcis. Quand on passe du temps avec les Inuits, on se rend compte à quel point c'est important pour eux. Et je pense que quand on est un petit Français, eh ben on n'a peut-être pas des leçons à donner à des gens qui, il y a pas si longtemps que ça, les femmes accouchaient sur la glace et puis ils vivaient de la chasse et de la pêche. Donc ce serait pour provoquer un peu le dialogue, La discussion. la discussion. Mhm. Parfait. Si tu pouvais assister à un moment historique, lequel choisirais-tu? Ce serait un moment Hmm. d'aventure, justement, une expédition ou un grand Non, moment ça serait d'histoire? le jour où Nelson Mandela il a été libéré. Mhm. J'aurais aimé être une petite souris pour voir ça. Puis pour voir cet homme qui m'inspire beaucoup plus que tous les grands explorateurs de la planète, qui souvent se gargarisent et puis parlent de leurs exploits et voilà. Et puis je pense qu'au-delà de ça, il y a Nelson Mandela, bien Hmm. au-delà de ça. C'est pas effectivement pas le même type de combat. Mhm, Merci exact. beaucoup, Vincent. Je propose qu'on s'attache désormais à ton aventure épique, donc ton expédition jusqu'au pôle Sud qui a été initiée en décembre dernier. Tu as pris le départ le 20. Est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte sur la naissance de ce projet? En fait, elle est un peu concomitante. Je ne sais pas à quel point c'est la résultante d'une déception d'un projet que tu n'as pas pu mener à bien au pôle Nord en 2023 pour des raisons malheureuses que sont la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que tu peux nous en donner un peu plus sur la genèse de ce projet-là? Comment est-ce qu'il a vu le jour? Mon plus grand rêve, c'est l'océan Arctique. Parce que l'océan Arctique, pour moi, est l'endroit sur Terre qui me fascine le plus. Parce que donc c'est un océan et pas un continent. Et puis quand on skie sur un océan et que l'océan part à la dérive et qu'il y a des ours blancs et puis qu'il y a du pacaille, pour moi, c'est vraiment l'endroit le plus fascinant sur Terre. C'est quand on est explorateur polaire, hein, c'est un peu le Graal à mes yeux, l'océan Arctique. Et les 2 dernières années, moi, je me suis préparé pour essayer de partir du nord du Canada jusqu'au pôle Nord en solo et en autonomie complète. Et ces 2 dernières années, je me suis cassé les dents parce que j'ai pas pu partir à cause principalement de l'invasion de la Russie en Ukraine. Alors, quel est le lien? Chaque année, ça fait peut-être 20 ou 30 ans, hein, je me souviens plus exactement de la date, mais il y a une base qui s'appelle Barneo.
une base qui a été montée par des Russes, qui est une base flottante temporaire, donc qui est construite juste pour un mois et demi, qui est montée juste à côté du pôle Nord pour accueillir des gens qui veulent faire des expéditions. Et cette base-là, moi j'en avais besoin. Une fois que tu arrives jusqu'au pôle Nord, tu as besoin de cette base pour rentrer à la civilisation. Si cette base est inexistante, tu te pointes au pôle Nord et puis il n'y a absolument rien. Donc tu n'as aucun moyen de rentrer à la civilisation. Donc avec les tensions Russie-Ukraine, la base n'a pas été montée les 5 dernières années. Ouais, ça a été vraiment difficile pour moi parce que se préparer sur un projet comme ça où on engage pas mal sa vie, entre le budget, l'équipement, la mise en place de la logistique, c'est vraiment un travail dévorant à temps plein. Donc voilà, donc le dernier épisode Pôle Nord, je me suis rendu avec Caroline et une amie Maria, on a été jusque dans le nord du Canada avec tout mon matériel, la nourriture était prête. Et puis j'avais toujours pas de confirmation du montage de la base de Barneo. Donc j'ai été obligé d'annuler le projet. Donc c'est là qu'est venue l'idée de l'Antarctique. Si le pôle positif ne marche pas, on s'intéresse au pôle négatif. C'est là que je me suis dit, bon ben je suis dans mes plus belles années là. C'est des années où peut-être que chez les coureurs c'est un peu la même chose. Mais je vois là tous ces gars là qui font des ultras incroyables et puis qui ont plus de 35 ans. Et là, voilà, je me suis dit, c'est les années où tu as suffisamment d'expérience et puis tu as encore l'endurance. Donc c'est le meilleur moment. Il faut pas que je gâche ces années-là. Donc c'est là que le projet de l'Antarctique est né. Et puis il a été un petit peu... Caro, elle m'a aidé un petit peu sur ça parce que elle l'a fait donc il y a un peu plus d'un an. Elle a décroché le record chez les femmes. Et on a été tous les deux à Punta Arenas, à la pointe du Chili. Et puis on préparait ensemble son matériel. Et là, le fait de la voir partir, je me souviens, je lui ai encore dit, là, Caro, là, j'aimerais vraiment être à ta place. Donc voilà, c'est pour ça qu'après, ça a enfoncé le clou et que moi, je me suis dit, j'aimerais aller en Antarctique, essayer de battre le record de vitesse. Mais avant tout, je vais parler à mon ami Christian, puis je vais lui demander qu'est-ce qu'il en pense, parce que pour moi, notre amitié était plus importante que juste un record pour un record. Et puis il a été vraiment, il m'a vraiment soutenu sur ça, donc après, tous les feux étaient ouverts pour aller en Antarctique. À quel moment, toi, tu as la conviction absolue que tu as défini la bonne expédition, le bon prochain projet pour toi? Est-ce qu'il y a une part d'impulsivité, tu vois, une espèce de truc un peu irrationnel, de rêve, tu vois? Tu vas mettre beaucoup de rationnel et passer beaucoup de temps à analyser toutes les raisons qui font que ça peut être le bon choix ou pas? Ou est-ce que c'est impératif? Tu mets vraiment tous les garde-fous nécessaires avant de te dire, OK, le prochain projet, c'est ça? Non, alors effectivement, c'est un peu impulsif. Surtout que sur ce projet-là, il y a pas mal de gens, enfin pas mal de gens, certaines personnes en Antarctique qui y croyaient pas, qui disaient non, non, mais le français là, il a aucune chance. C'est vrai qu'il y a une grosse différence entre les Norvégiens puis le reste du monde. Le truc, c'est que nous, on n'est pas nés sur des skis. Et les Norvégiens sont excellents en ski de fond. Et aujourd'hui, je sais pas s'il y a un autre pays qui se rapproche de la Norvège en termes de médailles olympiques sur des Jeux d'hiver. Mais donc voilà, moi je savais que l'ami là, Christian, qui avait le record, lui, il est excellent skieur. Il avait quoi, 35 ans quand il l'a fait là. J'imaginais qu'il s'était entraîné comme un fou et puis il faisait régulièrement des longues distances à ski. Donc voilà, donc moi il y avait ce côté un petit peu impulsif en me disant, oh là là, est-ce que je vais y arriver? J'en ai aucune idée. Mais à partir du moment où j'ai eu pris la décision, je me suis dit, ok, mets tous les garde-fous en place et puis dors, mange, Antarctique tous les jours. Et donc voilà, l'année dernière, ma vie juste en fonction de ce projet, parce que je me suis beaucoup entraîné, je suis allé m'entraîner là où s'entraînait l'équipe de Norvège, j'ai accepté un job de guide sur un glacier, sur une calotte glaciaire, moi ce qui m'a permis de skier tout l'été dernier, et après bah, j'étais pas mal sur les skis à roulettes. Et puis là, donc toute cette préparation physique, j'ai fait copier-coller sur la logistique et l'équipement. Je me suis dit, tu dois rien laisser au hasard, et puis tout doit être parfait. Et pourtant, aujourd'hui, j'aimerais bien le refaire parce que je pense que je pourrais améliorer le temps parce qu'il y a quand même des choses que j'ai foirées, hein. Est-ce que sur la dimension mentale, t'es accompagné, c'est quelque chose que tu as besoin de travailler ou est-ce que tu te sens suffisamment robuste toi-même pour gérer comme il faut cet aspect-là dans des conditions extrêmes? Non, j'ai aucun accompagnement mental parce que bah, c'est vraiment ma passion et donc comme on le disait au début là, du podcast, j'ai toujours ce feu à l'intérieur qui m'anime. J'ai eu la chance de partir en expédition, bah, notamment avec Borgé quand j'ai été plus jeune et bon, c'est vrai que la chance, on se la crée un petit peu aussi. Mhm. Et du coup, ouais, toutes ces expéditions, elles m'ont pas mal renforcé donc ouais, j'attends pas mal qu'après moi-même. Sans rentrer dans le détail peut-être du matériel, mais qu'est-ce qu'il faut prévoir là pour donner là aussi une idée à nos auditeurs?
en termes d'équipement, d'habillement, la poulka, les protections, l'électronique, enfin voilà, l'hygiène, la santé? C'est quoi les gros chapitres et puis les choses essentielles à avoir? Et peut-être une idée du poids de ce que tu traînes avec toi? Les gros chapitres, clairement, c'est vrai que c'est la préparation. Pour moi, c'était la préparation physique. Il y a certaines personnes qui vont avoir besoin également d'une grosse préparation mentale. Ensuite, c'est clairement la préparation ouais, logistique et l'équipement. Ces 3 ou 4 cellules, il faut qu'elles soient vraiment très bien contrôlées. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que c'est bien d'être stressé, mais pour utiliser le stress d'une bonne manière, il faut quand même s'occuper de ces 4 secteurs le mieux possible pour réduire son stress au plus bas. Pour pas qu'au dernier moment, tu te retrouves avec une montagne de choses à faire et puis que finalement, tu avais prévu de t'entraîner 4-5 heures par jour et puis que tu te retrouves à faire que de la logistique. Donc l'idée, c'est vraiment de s'y prendre très très longtemps à l'avance parce qu'il y a toujours une multitude de choses qui vont foirer en cours de route. Voilà, c'est vraiment le dénominateur commun à chaque expédition, c'est que, en fait, moi je crois qu'il faut essayer de partir du fait que quand quelque chose casse ou quand quelque chose ne marche pas, il faut se réjouir. C'est comme s'il fallait un petit peu modifier son état d'esprit. Ouais, voilà, il faut voir que si un ski il casse, faut se réjouir. Puis à force de se réjouir bêtement, bah sûrement on arrive à changer un petit peu son état d'esprit. Puis du coup, on voit la situation plus comme un problème, mais on le voit juste comme une étape. Et ça, voilà, ça apporte beaucoup de force mentale. Et c'est vraiment nécessaire, je pense, pour réussir un tel projet. Est-ce qu'il y a un petit plaisir que tu t'autorises à emmener avec toi? Je sais pas si c'est l'alimentation, si c'est un objet, c'est quelque chose qui est un peu une source de réconfort, qui a rationnellement pas sa place forcément dans ce que tu prévois d'emmener, qui est pas optimal, mais qui, toi, te fait du bien. Je n'emporte rien sur le pôle sud. Là, j'ai chassé les grammes comme jamais. Donc, je n'ai rien emporté Tu de coupais les étiquettes plus. des vêtements, ouais. Ouais, j'ai coupé les étiquettes des vêtements, tous les endroits où il y avait des zips doubles, je les ai enlevés. Couper le manche de ta brosse à dents aussi. Bien sûr, bon ça depuis toujours. Ok. Le plus important pour moi, c'était d'emporter j'avais des vidéos sur mon téléphone et puis de bons moments de qualité que j'ai eu passé ensemble, que ça soit avec ma famille, ma nièce, Caroline, voilà. Puis je regardais ça quand j'étais dans le dur et ça m'apportait de la force. Puis il y a aussi quelque chose, je dois te dire, Guillaume, il y a aussi quelque chose qui est plus fort que tout. Je pense que le fait de savoir que je vais devenir papa dans quelques mois, c'est Eh à oui. mon avis ça qui m'a donné la force en fin de journée de continuer. Est-ce que tu peux nous donner, si on dézoome un peu, une idée dans les grandes lignes du parcours? J'ai cru comprendre qu'il y avait vraiment deux grosses étapes, les 500 premiers kilomètres et puis les 600 et quelques qui restent. Est-ce que tu peux nous donner juste un aperçu de l'itinéraire et puis toi des difficultés que tu peux entrevoir avant de te lancer sur le parcours? Ouais, donc la route Hercules Inlet Pôle Sud, 1140 km. Moi, je le voyais comme 2 expéditions dans une. La première, comme tu disais, ouais, les 500 premiers kilomètres pour arriver jusqu'à 85 de latitude sud. Là, on est sur des températures qui sont assez, enfin, chaudes, c'est pas vraiment le terme, mais on va pas en dessous de -15, -18. Donc, pour faire du ski de fond, c'est quand même assez, c'est des températures parfaites. Et là, on est assez bas en altitude. Alors que la deuxième partie de l'expédition, c'est comme si on rentrait dans l'arène du gladiateur, où on se retrouve vraiment sur un plateau polaire qui va jusqu'à 2800 mètres. Alors, c'est sûr que dans les Alpes ou dans les Pyrénées, 2800 mètres, c'est rien. Mais étant donné que la couche de l'atmosphère est de moitié plus fine vers les pôles qu'à l'équateur, du coup, on sent beaucoup plus l'altitude. Et quand on y rajoute donc par-dessus le froid, là, on va dropper, on va dans des températures qui vont jusqu'à... Moi, j'ai eu en tout cas enregistré par le météorologue qui me suivait jusqu'à -29. Je parle pas de vent, hein, parce que pour moi, le vent ne fait aucun sens dans la discussion, parce qu'on a forcément des couches, hein, on est toujours protégé. Donc voilà, donc première partie de l'expé, c'est se découvrir et arriver à tenir le coup, établir une bonne moyenne et avoir une bonne routine. Et deuxième partie, bah, c'est un peu plus le combat. Quelle connexion au réel tu as? Est-ce que tu es tenu d'avoir des échanges quotidiens pour un peu expliquer où tu es, que tout va bien? Est-ce que tu as ces rituels-là? Et puis, est-ce que si quelque chose se passe pas bien, est-ce que potentiellement on peut venir à toi à certains endroits? Ou est-ce qu'à partir du moment où tu te lances très rapidement, il faut considérer que s'il y a un truc qui se passe pas comme prévu, tu es seul face à toi-même? Tu vas voir, Guillaume, que je suis pas bon pour créer du drama. Donc la route de l'Antarctique, elle est quand même bien safe. T'es sous la ligne des avions en fait qui voyagent, qui vont jusqu'au pôle sud.
Il y a également cette même base qui s'appelle Antarctic Logistic Expedition. Elle livre aussi du matériel à des expéditions qui reçoivent de l'assistance. Donc, si tu as un problème, le pire scénario pour moi, là, je dirais que c'est si jamais tu perds ta tente, tu la montes pas correctement dans des conditions difficiles de vent, tu perds ta tente et puis que tu te retrouves dans le whiteout, dans le blanc dehors. Et donc là, que les gens viennent t'apporter du secours, ça serait compliqué. Donc là, il y aurait quand même une partie survie extrême. Au niveau de la communication, avant le trip, je me souviens que j'avais dit à Caro, non, non, mais on se parle juste un petit SMS de temps en temps, parce que si je suis capable de parler au téléphone, ça veut dire que je suis capable de faire 1 kilomètre de plus à ski. Ça, c'était la base de ce qu'on s'était dit avant, et je m'étais dit vraiment dans ma tête, non, non, je vais pas communiquer, je veux rester focus. Et puis en fait, j'ai eu besoin de parler à Caroline tous les jours. Parce que ça a été le seul moment où je pouvais décompresser. J'ai pas pris de cigarillo, par exemple, sur cette expédition. Je me souviens qu'avec Caroline, quand on était au Svalbard en plein hiver, ça a été indispensable, une fois qu'on était dans la tente, d'allumer un cigarillo et de fumer ce cigarillo à deux. C'est ça qui nous permettait de déstresser et de se poser. Et là, le fait de l'appeler chaque jour, c'était le seul moment, c'était le moment cigarillo en fait. Voilà. C'était ton patch finalement. C'était le patch exact. Voilà, et ensuite, j'ai parlé également chaque jour à Lars Ebbesen, ami et mentor depuis de nombreuses années, gourou des expéditions polaires. Et donc lui me donnait des prévisions météo, et puis on parlait également ensemble stratégie. À quel moment il fallait essayer de tout donner, et à quel moment je pouvais prendre un peu ouais, de marge, même si j'ai eu quand même l'impression qu'à chaque fois qu'on se parlait au téléphone avec Lars, c'était bon, là il faut envoyer la soudure le plus possible quoi qu'il en soit. Donc voilà, j'ai parlé à ces deux personnes et après aucune autre communication, histoire de rester dans ma bulle. C'est quoi tes attentes ou tes espérances au moment d'y aller? Qu'est-ce que tu viens chercher derrière cette expédition? Alors moi, je viens essayer de continuer un petit peu à apprendre à me connaître, savoir où est-ce que je peux aller. C'est sûr que c'est toujours très excitant de... C'est peut-être comme quand on court un ultra, c'est peut-être de pas savoir la sortie en fait, d'avoir aucune idée de comment son corps va réagir, comment est-ce que je vais avoir soudain je vais avoir des démons qui vont m'habiter puis je vais être incapable d'avancer. Je me souviens le jour où je me fais déposer par le petit avion là, par le Twin Otter à Hercules Inlet et que l'avion part. Là, c'est quand même un grand moment de vie où tu te retrouves vraiment face à toi-même. C'est une question que je pose d'ailleurs traditionnellement sur ce moment-là, là, quand c'est ça y est, c'est les prémices du début de l'expédition. Est-ce que c'est le temps du pourquoi ou est-ce que c'est le temps du enfin? Pour moi, c'est le temps du enfin. Parce que j'ai déjà trouvé, je sais pourquoi je le fais, et donc c'est le temps du enfin. Fini les emails, fini l'ordinateur, Instagram et tout le tralala qui va avec. Là, c'est juste le moment de communier avec la nature. L'essentiel. L'essentiel. Ouais. Vincent, on va plonger maintenant donc, dans ton aventure épique. Est-ce que tu peux nous raconter les débuts? Alors, j'ai cru comprendre que les conditions météo avaient été relativement défavorables d'emblée. Est-ce que tu peux nous illustrer peut-être un peu toi des journées types, peut-être pour comprendre? Alors, je ne sais pas à quel point il y a un standard de journée avec les imprévus que tu as pu rencontrer, mais globalement, voilà, nous donner de façon assez concrète le temps de ski. Moi, j'ai toutes ces réponses-là, mais peut-être pour éclairer nos auditeurs un peu sur voilà, comment se passait une journée pour toi, comment tu gérais l'alimentation, le sommeil, etc. Tu avais, je crois, une stratégie assez particulière sur le sommeil. Donc voilà, est-ce que très concrètement, tu peux nous traduire une journée peut-être type et puis nous embarquer avec toi sur les premières dizaines et centaines de kilomètres? Ma routine sur cette expédition au pôle Sud, ça a été, ok, mon approche, c'est que cette expé, elle est donc divisée, comme on le disait tout à l'heure, il y a deux expéditions en une. Donc les 500 premiers kilomètres, si je suis en contrôle, je change rien. Mais si jamais je suis derrière Christian, eh ben, c'est plus des journées de 24 heures que je vais essayer de tacler, ça va être des journées de 36 ou plus. Donc il va falloir que je modifie mon rythme. Il va falloir que je fasse des siestes de 2-3 heures et puis qu'après je me remette sur les skis pour essayer de compenser le manque de kilomètres. Voilà, ça n'est jamais arrivé. Ma routine de ski, ma routine de journée, c'est réveil 7 heures, 9 heures je dois être sur les skis. Entre-temps, je dois avoir fait de l'eau pour la journée sur mon réchaud. Et également, j'appelle la base Antarctic Logistic Expedition tous les jours pour leur donner ma position et pour qu'eux vérifient que j'ai une voie correcte et que je suis en bonne santé. Après, je skie de 9 heures du matin à 9-10 heures le soir. J'ai l'habitude, puisque je travaille en parallèle comme guide sur des expéditions polaires, j'ai l'habitude de m'arrêter toutes les heures et quart.
avec des gens. Mais là, cette expédition, ça a été purement basé sur le feeling. Alors, j'ai pas grande expérience de la course à pied, même si j'aime bien ça, puis Caro me l'a fait découvrir. Mais je me souviens que j'ai écouté des podcasts de François Daen. C'est un gars qui m'inspire pas mal parce que à quelques reprises, il parlait du côté je le fais au feeling. Et moi, pour moi, l'Antarctique, ça a été vraiment ça. Et le copain Christian, le copain norvégien, lui, quand il m'a posé la question, il m'a dit, mais comment tu l'as fait? Parce que moi, chaque jour, j'étais au exactement nombre de kilomètres, je skiais de 9h à 9h. Et moi, je lui ai dit, bah non, moi, j'ai vraiment fait au feeling. Et je pense que c'est ça qui a fait que l'expédition a réussi. Tu t'étais fixé quand même un objectif quotidien, c'est ça, d'une cinquantaine de kilomètres par jour? Ouais, j'avais l'objectif quotidien de 50 km par jour, mais les fois où je me suis retrouvé dans le whiteout, sans aucune visibilité, avec de la poudreuse et du vent, là, je m'étais dit, ne skie jamais au-delà de 12-13 heures par jour, parce que sinon, le temps de faire de l'eau, d'installer ma tente, de me mettre dans le sac de couchage, si jamais je suis en dessous de 5 à 6 heures de sommeil par nuit, je sais qu'il y a un moment donné, je vais le payer. Puis je l'ai déjà eu payé dans d'autres expéditions. Donc c'était ça la règle. Je rebondis, le sommeil que tu connais, il est réparateur? Est-ce que vraiment les nuits que tu passes, elles sont, avec tous les guillemets qui s'imposent, mais confortables? Et est-ce que ça te retape physiquement ou est-ce que tu creuses de plus en plus dans tes réserves par la force des choses et que les nuits font pas vraiment leur œuvre? Alors, par la force des choses, effectivement, je creuse au fur et à mesure de l'expédition, mais pour moi, le sommeil, c'est vraiment crucial. Vraiment crucial. Et puis, je l'ai eu vu sur d'autres expéditions qui auraient pu avoir le record, notamment ouais, chez les femmes, et puis il y a eu des crashs à cause du manque de sommeil. C'est pas pour parler femmes, hommes, enfin, c'est juste qu'il y Mhm. a eu des exemples les années passées où certaines expéditions qui ont été proches d'avoir le record, et puis au moment de se rapprocher du but, de tout donner puis d'arrêter de dormir, c'est vraiment pas la solution. Donc moi je m'étais dit, ben, je dois dormir, je dois m'assurer de dormir suffisamment, et même jusqu'à la fin, je savais qu'à la fin, Christian, le dernier jour, il a fait 86 km. Et ça, moi, c'était un jour que j'ai gardé en tête tout le long de l'expédition en me disant, ouah, il a fait vraiment un gros push à la fin. Mais moi, je suis resté en mode, non, non, je vais monter la tente, je vais dormir, même jusqu'au dernier jour. C'est ce que j'ai fait. Je referai la même chose. Il y a eu, j'imagine, des moments un peu de questionnement ou de découragement, à quel point ils étaient marginaux. J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait eu quand même deux fois où tu t'es posé la question de te dire est-ce que je dois continuer, notamment sur le début, enfin, jusqu'au degré 86, que je ne sais pas situer exactement sur l'échelle des 1100 km que tu as parcouru. Mais il y a eu aussi des moments où tu t'es posé la question de l'issue à donner à ce projet. Ouais, à deux reprises, j'ai failli arrêter. J'ai failli appeler Lars en disant, Lars, maintenant, il faut qu'on organise un pick-up là parce que je peux plus continuer. Au tout départ de l'expédition, moi je commence l'expédition, pourtant bien entraîné, mais j'ai de la poudreuse, j'ai beaucoup de poudreuse. Alors c'est vrai que faire 50 km sur des traces de ski de fond, ça se fait sans problème, hein. Lars s'arrêtait pas de me chambrer en me disant que l'équipe nationale de Norvège, il faisait ça je sais pas, en moins de 3 heures. Sympa. Voilà, Tu avais donc souvent envie d'entendre sympa. ça. C'est ça, sympa le Lars. Et non, ouais, moi je savais que ouais, faire 50 km dans la poudreuse, là, c'est avec un traîneau, j'avais à peu près 60 kilos dans mon traîneau. Donc je savais que ça allait être très très difficile. Il y a eu au tout départ où je me suis posé quand même pas mal de questions. Juste sur la faisabilité, je pensais vraiment que je pouvais arriver jusqu'au pôle sud. Mais arriver jusqu'au pôle sud en moins de 24 jours, c'était autre chose. Et puis ensuite, quasiment à la moitié de l'expédition, j'ai été beaucoup dans le whiteout et dans la poudreuse. Et là, mentalement, j'étais au bord de la rupture. Voilà. J'ai dit à Lars, Lars, si tu parles pas au dieu de la météo, si tu leur demandes pas de changer la météo, moi j'arrive au bout j'ai plus de ressources quoi. On arrive à la dernière goutte quoi. Comment s'est passée la suite, les centaines de kilomètres qui ont suivi? Les conditions se sont avérées un peu plus favorables, donc Lars a passé le message au dieu de la météo. Ouais. Donc à 80, à 86 de latitude, donc là on est à un peu moins de 500 km de l'arrivée. La météo s'est mis bien. Heureusement qu'elle s'est mis bien d'ailleurs parce que c'est une partie un peu plus enfin, critique. Le terrain est quand même assez facile en Antarctique, mais c'est quand même une partie où on monte des grands dômes. Et dans ces dômes-là, le vent, les vents un peu catabatiques qui accélèrent, ça forme ce qu'on appelle des sastrugi. Les sastrugi, c'est comme des monticules de neige, mais il y en a certains qui peuvent faire 1 mètre de haut. Donc quand il n'y a pas de visibilité avec des sastrugi, c'est quand même compliqué, même si le terrain est facile. Et moi, sur la première partie de l'expédition, il y a un jour où mon traîneau se retourne 7 fois dans la journée, où je tombe trois ou quatre fois, hein, je sais plus, mais je suis à deux doigts de casser un de mes bâtons en carbone. Et là, je me dis, bah, ces conditions, je les ai plus proches du pôle sud.
je pense pas que je puisse continuer. Donc il m'a fallu trouver des solutions. J'avais 2 traîneaux avec moi. Donc il a fallu que je mette mes traîneaux en catamaran pour gagner en stabilité. Mais ça ne changeait pas le fait que quand tu es à ski et que tu vois rien, quand tu montes un monticule de neige d'un demi-mètre, 1 mètre, tu sais pas où est-ce que tu mets les pieds. Et une fois de plus, quand tu fais 20K par jour, c'est pas un challenge, mais quand il faut garantir un 50 en moyenne, ça devient un problème. Dans ton quotidien, là, tu nous as parlé que tu étais quand même très focus sur la réalisation de ce projet et puis de ne pas te disperser. Est-ce que tu vas malgré tout chercher des images du quotidien, tu vois? Est-ce que tu vas t'accrocher à des choses de la vie réelle, la famille? Tu as ces images-là qui viennent aussi te reconnecter à une autre vie, ta vie par ailleurs? Ouais, je me suis reconnecté plusieurs fois pendant l'expédition à la vie, la super vie, le super jardin qu'on est en train de cultiver avec Caro et puis le bébé. Et ouais, j'ai pleuré. C'est la première fois, c'est la première expé là sur laquelle je pleure vraiment là. Et il y a eu des fois là où j'étais dans le brouillard. Et juste devant moi là, j'ai ce qu'on appelle un compas statif là. C'est comme un harnais. Je vois mon compas en permanence devant moi. Et là, je me souviens que je portais là mes goggles là et je pleurais là, puis je voyais les gouttes qui tombaient là sur le verre de mon masque. Puis j'arrivais plus bien à voir le compas. Et j'ai encore ces images fortes dans la tête. Et les moments où je pleurais, ça a été les moments où je pensais par exemple à Caro, je pensais à tous les gens qui ont supporté le projet. Et je me suis dit, je peux pas les laisser tomber, quoi. Puis c'est ça qui me faisait pleurer, c'est parce que du coup, je me sentais obligé de continuer pour eux, quoi. Mais c'est ça qui m'a aussi donné de la force, clairement. C'est une belle Sans ces motivation. larmes-là, je pense pas que j'aurais pu continuer. Hmm. À quel moment tu t'autorises à croire que tu vas réussir à atteindre le pôle sud déjà et que tu mettras moins de temps que Christian? Est-ce que c'est à la toute Euh, fin? Est-ce que c'est impossible de baisser la garde trop tôt jusqu'à la dernière nuit, par exemple, il faut encore être complètement focus? Ou est-ce que déjà, là, quand tu touches au but et qu'il te reste, je sais pas, 3-4 jours, tu te dis que ça y est, a priori, tout va bien se passer? non, non, jamais je me suis dit ça. Et puis à chaque fois, il y a eu des jours où je pensais que mes orteils, là, j'avais tellement de pression sur mes doigts de pied. J'ai eu des douleurs que jamais j'avais eu dans les pieds. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais avoir mes petits doigts de pied. Pourtant, j'aime pas faire du drama, hein, mais je vais avoir mes petits doigts de pied qui vont exploser. Tellement j'avais de pression dans les doigts de pied. Et donc c'est pour ça que jusqu'à la fin, à aucun moment j'ai cru que non, non, ça y est, je vais y arriver. Donc je me suis dit, ok, Vince, surtout ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et essaie de faire chaque jour sans jamais penser au record. Parce que c'est pas bon en fait de penser au record, parce que du coup, tu deviens émotionnel. Et puis quand tu deviens émotionnel, tu fais des erreurs. Hmm. Moi, c'est comme ça en tout cas que je le vis. Donc je me suis dit, reste en contrôle, reste en contrôle. C'est pas maintenant. Et puis ça aussi, c'était marrant parce que j'ai repensé à François Daen. C'est fou pourtant. Je pourrais m'identifier plus à des explorateurs polaires et pourtant j'avais l'impression de m'identifier plus à ce gars-là que je connais pas. Mais je me souviens que sur le dernier UTMB, j'ai regardé un petit peu et je sais que il dit à un moment donné à Jim Walmsley, quand Jim Walmsley est en tête, il lui dit arrivé à un ravito, maintenant tu restes en contrôle. You don't fuck up. Je sais plus ce qu'il lui dit exactement, mais il lui dit ouais, reste bien en contrôle. C'est à ta portée, donc vas-y, mais reste en contrôle. Et je me suis dit la même chose avec l'Antarctique. Je me suis dit là, quand j'ai eu approché de la fin, j'avais toujours l'incertitude que mes hanches, mes genoux, mes pieds me lâchent. Chaque matin, je me réveillais, puis je commençais à devenir un peu fou, je pense, parce que je commençais à parler à mes jambes en leur disant, Guys, j'espère que vous êtes OK, puis j'espère que vous allez pouvoir vous plier correctement pour continuer le voyage. Elle te répondait? Ouais, mais le À leur corps, à ma façon. grande surprise, ouais, le corps a répondu de manière positive, malgré toute la douleur. Et donc voilà, donc jusqu'à à la fin, je me suis dit, et même quand j'ai vu, quand tu arrives à 25 km du pôle sud, tu vois le pôle sud, et puis après tu redescends, tu le vois plus, et tu dois remonter, et après tu le vois à nouveau. Et là, quand j'ai vu le pôle sud, je me suis dit, non, il est pas là le pôle sud, tu baisses ta tête, et tu continues le même travail que tu as eu fait pendant les 3 semaines précédentes. Tu penses pas au record, tu mets les émotions de côté, tu essaies de rester en contrôle, parce que juste, je savais pas si mon corps allait le tolérer, hein. Est-ce que tu as visualisé des images de cette arrivée au pôle sud, là, avant ou pendant ton expédition? Et si oui, est-ce qu'elle a été conforme à ce que tu avais imaginé? On peut avoir tendance à imaginer même la façon dont soi-même on va ressentir une réalisation, et puis finalement on peut être parfois un peu surpris, confronté à la réalité, finalement on ne réagit pas de la façon dont on imaginait. Voilà, est-ce que toi ça a été l'idée que potentiellement tu t'es faite de cette arrivée au pôle sud a été conforme? Ouais, alors moi, je me suis fait un petit peu des films dans ma tête, parce que c'est ce qui m'a aussi donné de l'énergie.
Comme on parlait tout à l'heure des larmes là sur le masque, quand je pensais à Caroline, j'ai eu le même genre de pensée quand je me projetais d'arriver au pôle Sud. Et je me suis projeté de prendre le drapeau français et le drapeau norvégien. La France, ben, mon pays de naissance, la Norvège, mon pays d'adoption. Et je me suis dit, je rêve de cette photo où j'aimerais améliorer le temps de Christian et j'aimerais me retrouver au pôle Sud. À côté du cérémonial, il y a une belle boule de cristal au pôle Sud avec tous les drapeaux des pays qui partagent le traité de l'Antarctique. Et j'aimerais prendre les deux drapeaux puis les soulever dans l'air. Et voilà, et dans ma tête, cette pensée-là ça m'a mis aussi plusieurs fois les larmes aux yeux, puis j'étais avec de la bonne musique dans les oreilles, j'essayais de skier au plus vite. Et voilà, donc ça m'a fait avancer, ça me faisait avancer. Ouais. Et cette photo, c'est fou, mais j'ai pu la voir et ça a été vraiment, ouais, ça a été un moment incroyable. Et pour la petite anecdote, l'année d'avant, moi, je guidais une expédition au pôle Sud, je guidais le dernier degré avec des clients américains. Et j'ai eu la chance d'attendre Caroline. J'ai eu la chance de voir Caroline arriver en 33 jours, alors que le record était à 38, de la voir sortir du brouillard. Moi, j'étais comme un loup, là. J'arrêtais pas de faire des va-et-vient avec mes skis, et de la voir arriver jusqu'au pôle Sud. Quand elle est arrivée, j'avais envie de lui dire, mais vas-y, mais dis quelque chose. Puis elle disait rien. Et moi, je me suis retrouvé dans le même cas cette année, où je me suis fait accueillir par des copains au pôle Sud qui travaillent là-bas, sur la base. Puis je savais pas quoi dire. Donc ouais, voilà, ça a été ça l'arrivée au pôle Sud. Comment tu expliques, toi, quels ont-ils été là les facteurs de ta réussite? J'imagine qu'ils sont protéiformes et qu'ils s'entremêlent tous, mais qu'est-ce qui fait que ça s'est passé aussi bien? Et puis, tu l'as évoqué un peu plus tôt dans le podcast, les sources d'apprentissage et d'optimisation, les choses que tu imagines déjà peut-être corriger pour la fois d'après, parce que j'ai cru comprendre que ça n'était pas fini de tes projets de pôle Sud. Ce que je retiens, quand il y a quelque chose qui foire, il faut le fixer tout de suite et jamais le repousser au lendemain. Donc c'est vraiment l'état d'esprit à avoir. Ouais, s'il y a un truc que je retiens, c'est quand j'ai eu le besoin d'accélérer, de faire les choses vite et mal, que à l'intérieur de moi j'étais stressé, et ben je me suis toujours dit, fais l'opposé de ce que ta tête te dit de faire. Donc souvent, quand j'ai eu des légères frictions à mes pieds, ma tête me disait, non, non, c'est pas grave, continue, continue, on réglera ça ce soir. Quand j'ai eu l'équipement qui a cassé, c'était la même chose. Continue, continue, on verra ça ce soir. Et c'est ce que j'avais à l'intérieur de moi. Et je me suis dit toujours, essayer de combattre ces démons en permanence Ce pour qui les implique mettre. beaucoup de lucidité quand même. Ouais, voilà. Le seul truc, c'est que je savais que si jamais j'avais des frictions au pied et que j'attendais trop, ça allait se transformer en ampoule. L'ampoule, elle peut se transformer en infection, etc., etc. Et cetera. Et puis après, c'est la boule de neige qui grossit ou Mm. c'est le feu qui s'embrase. Ça, c'était vraiment important quand j'ai eu été sur le terrain. Donc, je me suis arrêté des jours où il faisait passé -20. Et il a fallu se mettre les pieds à nu par -20 et puis réparer ses pieds. Puis après, il a fallu réchauffer ses pieds. Donc, puis toujours, dès qu'on s'arrête au pôle Sud, c'est quand même... enfin, au pôle Sud, dans le froid, de manière générale, dès qu'on s'arrête, le corps, la température corporelle elle chute assez vite. Puis moi, Mm. Mm. j'avais pas de grosse doudoune. J'avais qu'une toute petite doudoune qui me permettait, que j'ai mis d'ailleurs 3 fois pendant l'expédition. Je m'étais dit, quand tu prends un break, il faut que tu sois capable de manger et de boire sans mettre ta doudoune. Sinon, tu perds trop de temps. Ok. Donc voilà. C'était ça un peu l'état d'esprit. Et après, sur la préparation avant l'expédition, bah ça passe par des heures et des heures, bon, des centaines, des heures d'entraînement, mais surtout beaucoup de. Il faut vraiment arriver à tester en conditions réelles le fonctionnement global de tout son matériel. Et puis avoir une routine pour gagner le plus de temps possible. Cette aventure, elle t'a appris quoi sur toi? Est-ce que tu as découvert des choses? Est-ce que ça a conforté des choses que tu savais ou que tu soupçonnais? Bah, je suis encore en train de me poser la question parce qu'à chaque fois que j'y pense, je me dis, mais toujours, même un mois après l'expé, je me dis, mais comment est-ce que ça a marché? Comment est-ce que tout a pu s'emboîter? Comment l'univers a pu être aussi? Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent mal se passer. J'ai appris une fois de plus qu'en fait, on la met souvent trop bas, en fait, la barre. Parce qu'en fait, on se base sûrement sur tout notre apprentissage, on se base sur notre éducation, sur notre vie sociale. Et puis tout ça, ça fait comme un gros bloc. Ça fait comme ouais, un grand apprentissage. Et en fait, je pense qu'on a vraiment tous en nous des ressources, mais complètement insoupçonnées. Ouais.
Et je crois que le corps il est capable de tolérer. J'imagine que les trailers pour ça ils sont vraiment forts, c'est qu'ils vont dans des endroits où personne ne va. Donc ça, ouais, c'est pas mal antidépresseur une fois de plus. Vincent, ça fait à peu près un mois que tu es rentré. Est-ce que tu as encore des stigmates physiques? J'imagine que oui. Combien de temps on met là pour récupérer une telle expérience? Alors j'ai toujours des sensations assez étranges. Il y a quelques jours, Caroline elle est partie à ski là, le petit village de Nourchcott là où on habite, et je l'ai accompagnée sur une dizaine de kilomètres. Enfin, je l'ai rejoint, et puis là, ce que je sentais dans mes genoux, dans mes hanches et dans mes pieds, j'avais l'impression que les petits anges qui étaient à l'intérieur de moi me disaient Vincent, j'espère que tu nous refais pas la même chose. J'espère que tu nous envoies pas dans cette. C'est comment on pourrait dire en anglais, ils disent bien le pain cave, tu sais, dans Ouais. cette bulle de douleur. Donc c'est là que je me suis dit, sur le retour, là, j'avais fait 20 kilomètres, mais 20 kilomètres en ski de fond sur une surface dure, sans traîneau, sans rien, c'est pas grand-chose. Et c'est là que je me suis dit, ok, je pensais que j'allais pouvoir me remettre vite sur les skis de fond, parce que c'est un peu un style de vie, puis j'adore ça. Et en fait, non, je suis resté tranquille depuis. Et le week-end dernier, ouais, je sais pas, c'est bizarre, mais à chaque fois, je me sens des fois obligé, tu sais, de sortir dehors, tu sais, de te dire, ah, il faut faire quelque chose, quand les conditions sont bonnes, il faut faire, il faut faire. Et puis là, bah, le week-end dernier, je suis resté vautré sur le canapé comme jamais. Puis j'ai pris un bon cours de norvégien et je me suis dit, ben, faut juste que j'accepte que ben, mon corps est pas encore prêt à repartir sur les sentiers. Merci beaucoup Vincent. On approche de la fin de l'épisode. Il y a une rubrique qui s'appelle le kit de survie. Est-ce que tu préconises en tout cas les 3 choses, vous pensez, qu'il faut avoir sur soi ou en soi, donc ça peut être une notion autre qu'un objet physique, pour espérer amener à bien une telle aventure? C'est quoi les 3 éléments indispensables? Alors, est-ce que c'est les 3 éléments indispensables pôle sud ou est-ce que c'est pôle nord? Là, c'est spécifiquement à cette aventure, donc pôle sud. Ok, alors je dirais un bon kit de couture. Que tu utilises dans quel contexte? Qui peut te sauver la mise quoi, quand tu déchires ta tente ou Ouais, c'est ça. Réparation de Ok. tente, chaussures, sac de couchage, traîneau. Mais un kit de couture, je parle pas juste d'une aiguille avec un fil, hein. On parle de quoi réparer un traîneau, voilà, réparer des chaussures notamment. Donc un bon kit de couture. Du paracétamol, Ok. clairement. Je dois avouer que moi j'en ai pas mal bouffé du paracétamol là. Pour la petite anecdote d'ailleurs, je me suis dit, à un moment donné dans l'expédition, je me suis dit, parce que j'avais avec moi de la morphine, et j'avais tellement mal à certains moments, je me suis dit, est-ce que je prendrais pas de la morphine? Puis jamais j'ai osé en prendre parce que je me suis dit, je connais pas, je préfère rester dans la douleur, mais rester Hmm. en contrôle, que prendre quelque chose que je connais pas, et puis Explorer ça se trouve, l'inconnu, là, ouais, c'est. Hmm. ouais, je me suis dit, c'est pas le moment de faire ça, donc si ça se trouve, si c'était pour prendre de la morphine, puis pour faire cap au nord, alors qu'il fallait que je fasse cap au sud, donc j'ai pas osé. Mais ouais, donc pas mal de paracétamol. Et la dernière chose, je vais rester assez basique, un deuxième réchaud. Écoute, je prends note de tout ça pour ma prochaine expédition au pôle sud. Cool. C'est quoi ta prochaine expédition, ta prochaine aventure? De quoi tu as envie? Tu sais? Alors la prochaine aventure, là, vraiment l'aventure dont j'ai vraiment très envie, je pense que ça va se Mi-mai. passer, sûrement l'hiver prochain. C'est de prendre une poulka avec un petit sac de couchage pour un bébé de 6 mois, et puis de le mettre dans le traîneau, il ou elle, puis de partir avec Caro et partir faire des belles randos dans les bois norvégiens. C'est ce qui me tient le plus à cœur actuellement. Sublime projet. J'ai une dernière question pour toi, Vincent, mais je pense que tu as répondu un peu plus tôt dans l'épisode. C'est une phrase à compléter qui est l'aventure c'est. Donc, je ne sais pas si tu veux rester sur cette idée d'antidépresseur ou pas, mais voilà, libre à toi en tout cas. L'aventure, c'est l'inconnu. J'achète. Cool. Merci. Je sais pas mon mot à dire du tout, mais j'adhère en tout cas. Merci beaucoup Vincent pour ton temps et puis pour Merci à nos toi, échanges Guillaume. passionnants sur ton aventure au pôle Sud. Ça fait 1h15 qu'on est ensemble, je n'ai rien vu passer. Bravo pour Cool, cette merci. admirable réalisation qui force l'admiration et puis voilà pour ton engagement et l'entièreté de tes convictions voilà, dans les différents projets que Merci. tu entreprends. J'ai passé un super moment, je te souhaite bonne chance et beaucoup de plaisir surtout dans la suite de tes aventures. À commencer par ce très beau projet de voir votre famille s'agrandir. On a compris à quel point c'était essentiel à ta vie. Restons en contact en tout cas, je vais te suivre de très près et c'était un très bon moment ensemble Vincent. Cool, bah merci beaucoup Guillaume, au plaisir de se reparler et puis longue vie à ton podcast. C'est gentil, merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode.
Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Et pour être sûr de ne manquer aucune aventure épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci pour votre soutien et pour votre fidélité. Et rendez-vous dans 2 semaines pour vivre ensemble une nouvelle aventure épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des histoires de course à pied hors du commun, courez écouter mon autre podcast, Course épique.